Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité, un numéro spécial consacré à la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie, deux pays voisins dont les relations bilatérales datent des années 60. L'incident est survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, date à laquelle un drone du Mali a été écrasé à Tizawaten dans la région de Kidal. Après recoupement des faits, le Mali en conclut que ce drone a été détruit par l'Algérie. Ce fait a créé un climat de méfiance et de manifestation de mécontentement des populations du Mali et celles de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette attitude de l'Algérie vis-à-vis du Mali? Les deux pays pourront-ils remonter la pente et poursuivre leur coopération? Les relations entre les deux pays doivent être basées sur quoi pour leur maintien? Pour la réponse, nous avons fait appel à des analystes, journalistes et politiques. Nos invités sont donc Aminata Dramane Traoré, essayiste, ancienne ministre de la Culture. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Daouda Nama Tekete, journaliste et écrivain. Bonsoir Tekete. Bonsoir. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président du parti Arema. Arema, c'est l'Alliance pour la refondation du Mali. Bonsoir Président. Bonsoir. Et Cheikh Oumar Diallo, il est spécialiste en relations internationales, jeune leader politique, spécialiste en droit et en politique de développement. Il est cofondateur du mouvement Nouvel Horizon Faso Djossira. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Sira. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, le torchon brûle aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie, deux bons voisins depuis les années 60. Je vais commencer par Madame le ministre Aminata Dramane Traoré. Quelle lecture faites-vous de la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie? Je considère que c'est une crise de trop. Elle engendre une situation extrêmement douloureuse. Les Maliens ont le sentiment d'être trahis par un pays frère avec lequel nous avons écrit l'une des pages glorieuses de l'histoire de la libération du continent. Je considère que nous avons mieux à faire ensemble dans un contexte de basculement du monde, de remise en question de l'ordre dominant que nous avons combattu tous ensemble. Donc, je me propose en tout cas de l'inscrire dans ce contexte global-là pour dire jusqu'à quel point nous avons tout à gagner dans l'écoute mutuelle, le respect mutuel et la réconciliation. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette attitude de l'Algérie vis-à-vis du Mali ces derniers temps? Est-ce que c'est de la défiance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une volonté de puissance disons, de la part de l'Algérie? Je crois qu'il y a une sous-traitance de la violence institutionnelle, politique, militaire de la part d'une puissance qui ne renonce pas à l'Afrique. Cette sous-traitance de la violence se vérifie dans beaucoup de domaines. L'une des questions qui m'est chère, c'est la question migratoire, par exemple. Le différent entre l'État algérien et la France, c'est le même de ce point de vue entre l'État algérien et le Mali. Et pourtant, le traitement infligé aux migrants, par exemple, en dit long sur, disons, la manière dont l'Algérie traite les subsahariens. Et on ne peut pas s'empêcher de questionner la dimension raciale de cette affaire-là. Il y a une main derrière? En tout cas, il y a des enjeux. Il y a des enjeux, il y a la nécessité de se positionner dans un monde global en pleine ébullition. Un monde en pleine ébullition. Daouda Nama Tekete, qu'est-ce que vous avez compris après cette destruction du drone malien? Pour comprendre cet acte d'agression de l'Algérie contre notre pays, il faut interroger l'histoire des relations entre les deux pays. Initialement, c'est des pays qui étaient considérés comme à l'avant-garde du combat des peuples africains pour une souveraineté pleine et entière. Mais au fil du temps, les faits historiques sont là, je crois que nous aurons l'occasion de les évoquer, ont montré que cette évolution des rapports entre nos deux pays a connu des étapes
qui ont progressivement révélé l'attitude actuelle de l'Algérie vis-à-vis de notre pays. Et cet acte que moi je qualifie d'agression renvoie à l'insatisfaction d'une attente du gouvernement actuel de l'Algérie vis-à-vis de notre pays. Insatisfaction liée au fait que depuis quelques 4-5 années, le Mali a fait montre d'une volonté de gérer les problèmes internes au Mali à partir du Mali même. Alors qu'en amont, cela avait été toujours fait avec l'implication de l'Algérie. Mais par la suite, nous avons compris qu'avec cette attitude de l'Algérie, et même peu avant, que l'Algérie a voulu faire du Mali sa chasse gardée. Alors, puisque cette attente s'est montrée insatisfaite à partir d'un certain moment, elle a estimé, perdant son contrôle, que c'est en utilisant la violence qu'elle pourra amener le peuple malien, le gouvernement malien, à accéder à sa volonté de faire en sorte que rien au Mali ne soit géré sans l'implication directe de l'Algérie. Alors je pense que le fait de voir ces derniers temps que nous n'allons plus dans ce sens-là, surtout lorsque le 25 janvier 2024, on a mis fin à l'accord d'Alger. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Oui. Est-ce que l'Algérie serait fâchée après la fin de cet accord? Clairement. Clairement. Parce que depuis que nous avons commencé à négocier la mise en fin de l'agression de certains pays du fils vis-à-vis de l'État, tous les grands accords qui ont été signés depuis l'accord de Tamanrasset en janvier 1991 jusqu'à l'accord d'Alger en 2015, tout cela s'est fait avec la main de l'Algérie. On a vu ce à quoi ça nous a conduit. Alors c'est pourquoi j'ai estimé que à partir du 26 janvier, quand le président de la transition, Assimi Goïta, a parlé de la création d'un organe qui va gérer la recherche de la paix au Mali, à l'intérieur du Mali, l'Algérie s'est vue un peu écartée. Alors c'est pourquoi moi je n'étais pas très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que l'acte d'agression soit tel que ça a été, mais je n'en ai pas été trop surpris. D'accord. Alors, monsieur le Ag Mohamedoun, est-ce qu'il fallait s'attendre à cet acte, comme le dit Tekete, après la fin de l'accord d'Alger? Oui, tout analyste pense que ça va arriver un jour. C'est pourquoi d'ailleurs les Maliens sont surpris. Vous savez, l'Algérie, ce qui est très surprenant, l'Algérie, c'est 132 années de colonisation française, 7 ans et 5 mois de guerre avec la France pour son indépendance, suivi des accords déviants qui ont abouti à un cessez-le-feu, qui a permis l'organisation d'élections, qui ont vu Ahmed Ben Bella président. Et un pays avec lequel vous avez eu tellement de problèmes, et aujourd'hui, à ce moment précis où le monde se réorganise, il y a une réorganisation de l'ordre mondial, c'est avec votre voisin, votre ami d'hier, votre frère qui était là au moment où seuls vos amis doivent être à vos côtés. Et c'est celui-là aujourd'hui qui devient votre cible et vous vous alliez avec votre ennemi d'hier pour dire que vous faites de la coopération sécuritaire. L'attaque, elle est tout à fait anormale parce qu'à supposer, nous avons apporté toutes les preuves à travers nos FAMA que le drone de notre pays n'est pas sorti du territoire malien. Alors moi, je me dis qu'avec un ami, même si le drone était sorti du Mali, ce n'est pas quand même la première option pour un ami d'abattre notre drone. Il y a d'autres mécanismes, d'autres voies. Alors tout ça, ça pose des interrogations. Il fallait quelle manière, à votre avis? Il fallait d'abord, dans un premier temps, il y a les voies diplomatiques. Il y a des voies amicales pour dire, écoutez, vous êtes sur notre espace. Et ça permet de bien vérifier si cela est vrai. Mais vous abattez, donc ça ne laisse qu'une seule compréhension, c'est que vous êtes dans l'urgence de protéger quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est qui? C'est les terroristes en réunion. Donc nous avons compris qu'il fallait une très grande pression, un grand enjeu pour l'Algérie pour agir comme ça. Et cet enjeu, c'est quoi? Il a été vérifié, c'est que les chefs terroristes étaient en réunion. Et ils devaient être abattus d'un moment à l'autre par nos FAMA. À quel niveau? À Tinzaouaten? À Tinzaouaten précisément. Donc ça c'est clair, tout le monde l'a compris, et c'est ce qui est surprenant. Moi personnellement je ne suis pas surpris, parce qu'en réalité on s'est trompé de penser que l'Algérie est un bon médiateur, un bon négociateur. L'Algérie n'a jamais pu gérer correctement ses propres problèmes. Depuis l'indépendance de l'Algérie, même à l'intérieur d'Algérie est passée de compromission à compromission.
jusqu'à fabriquer, contribuer elle-même à fabriquer le terrorisme. Et le seul accord qu'elle a eu, c'est de les transporter au Sahel et travailler avec lui dans tous les domaines interdits. Narcotrafic, terrorisme, prise d'otages et tout le reste. Depuis le FUS qui est devenu Armée islamique du Sahel, jusqu'au GIA, jusqu'à l'AIS, jusqu'au dernier GSPC qui a été officiellement déclaré terroriste par certains États, l'Algérie n'est partie que de compromission à compromission, alliant cupidité à comportement véreux. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je me dis, en réalité, aujourd'hui, l'Algérie a même plus intérêt que le Mali à mettre balle à terre. Parce que les problèmes intérieurs de l'Algérie sont plus colossaux que les problèmes du Mali aujourd'hui. Parce que le danger pour l'Algérie, c'est que jusqu'à maintenant, leur population continue à comprendre. Quand la population comprend, c'est que les régimes, parce qu'il y a un seul régime algérien qui a essayé d'être reconnaissant envers le Mali, c'est le premier président. D'accord. Lui, il a vraiment été reconnaissant, il a collaboré. Tous les restes, tous ceux qui ont suivi après, jusqu'au dernier Bouteflika, qui a été le principal fabricant des terroristes avec les généraux de ce pays, jusqu'à ces derniers, ils n'ont travaillé à faire de la duplicité, à jouer avec nous, parce qu'effectivement, ils ont eu leur indépendance pour eux, et nous, ils nous voyaient encore comme une colonie. Donc, selon vous, la rupture date de longtemps. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce qui a aggravé la situation, c'est que c'est seulement avec l'arrivée de la transition qu'on a essayé d'arracher notre souveraineté. Donc, par le passé, l'Algérie ne voyait même pas un État fort à sa frontière. Donc, pour elle, le territoire malien, elle a hérité exactement de la France tout ce qu'elle n'a pas voulu avec la France. Le paternalisme, la condescendance, le manque de respect des voisins, ainsi de suite, c'est ce qu'elle a voulu aujourd'hui appliquer à ses voisins. Malheureusement pour elle, aujourd'hui, l'Algérie doit paniquer parce qu'elle perd tous ses amis en réalité. Elle perd tous ses amis et je ne suis pas surpris si demain les Mauritaniens disent leur ras-le-bol et qu'ils disent que trop c'est trop. Il est temps aujourd'hui que vous arrêtez un peu de nous investir avec ces terroristes-là. D'accord. Alors, l'Algérie pose comme problème, en tant que voisin aujourd'hui au Mali, à votre avis, M. Diallo, quelle est votre appréciation de l'acte qui s'est produit à Tizaouaten? Ben, écoutez, je crois que c'est un acte d'une très grande gravité. Un acte d'une gravité extraordinaire parce qu'il comporte 3 qualificatifs qui nous permettent de comprendre l'enjeu que ça représente pour le Mali. La première des choses, c'est que c'est une attaque totalement disproportionnée. Nous disposons de mécanismes de dialogue diplomatique, militaire, qui auraient permis de comprendre si il y avait lieu, ce que je ne crois pas du tout, ce que ce drone faisait dans cette zone. D'autant plus qu'il est apparu très clairement que ce drone était de toute façon sur notre territoire. C'est ce qui m'amène au deuxième qualificatif, c'est que c'est injustifié. Parce que la localisation de l'impact entre le tir de la défense aérienne algérienne et notre drone a établi clairement que c'était sur le territoire malien que cela s'est produit. Et donc, cela m'amène au troisième qualificatif, qui est l'hostilité flagrante de cette action, qui démontre qu'il y avait quelque chose de très grave, qui est la remise en cause de l'autonomie stratégique de la République du Mali sur son propre espace aérien. Ce que je vois dans cette action, c'est un problème de perception générationnelle, parce qu'on l'oublie souvent. Quand on regarde la génération qui dirige l'Algérie et celle qui dirige aujourd'hui le Mali, ce sont 2 générations qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Le régime algérien tel qu'il est aujourd'hui est un régime qui a une pensée très rétrograde en ce qui concerne ses relations avec le Mali et qui fait preuve d'une amnésie qui ne date pas d'aujourd'hui par rapport à tous les efforts que nous avons fournis pour aider justement l'Algérie à obtenir son indépendance. L'Algérie ne voyait pas le Mali comme un pays souverain. Elle ne voit pas le Mali comme un pays souverain. Elle ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en train d'affirmer cette souveraineté de la sorte. Donc pour elle,
cette arrière-cour qu'est le territoire malien est un terrain sur lequel elle a le droit de survoler notre espace aérien, d'y abattre ce qu'elle veut. On l'a vu dans plusieurs documentaires qui ont été diffusés sur des chaînes étrangères, des avions qui en direct, en plein tournage, étaient en train de violer l'espace aérien malien pour survoler notre territoire national. Donc c'est dire qu'il y a cette façon de voir le Mali qui doit impérativement changer, et je suis très heureux de constater que nos forces armées maliennes ont réaffirmé encore une fois leur domination de notre espace aérien et leur volonté de ne laisser personne nous imposer quoi que ce soit par rapport à cela. Parce que c'est très triste de voir que c'est à l'occasion d'une opération spéciale visant à neutraliser des terroristes qu'on découvre qu'un État étranger se permet de neutraliser un de nos drones. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, vraiment ça interpelle l'ensemble de nos autorités à plus de vigilance encore, à un renforcement de notre dispositif militaire sur cette zone-là. Par rapport à cela, le Mali a saisi l'ONU après la destruction de son drone. La lettre a été adressée le 7 avril 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies par le représentant permanent du Mali à l'ONU, Issa Konfourou. Aminata Dramane Traoré, qu'est-ce que le Mali peut espérer de la part du Conseil de sécurité de l'ONU? Pas grand-chose. Hein? Moi, je crois que la crise systémique à laquelle nous sommes confrontés, le monde est vraiment plongé dans une crise sans précédent, a révélé l'incapacité des Nations Unies à résoudre, à gérer les questions essentielles. Nos concitoyens, tout le monde, tous ceux qui suivent cette crise font constamment le parallèle entre hier et aujourd'hui. Je crois qu'on a changé de paradigme. L'Afrique des années 60, en quête d'indépendance, et la question fondamentale, c'était la libération de nos peuples, la souveraineté. Et ce combat a été mené, l'une des figures de proue de ce combat, dont commémore le centenaire cette année, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon s'est battu et a essayé de démontrer par A plus B que l'indépendance de l'Algérie ouvrait la voie, devait servir de boussole pour le reste du continent. Et il faut lire, il a écrit sur l'enseigne de la révolution algérienne, il a écrit sur la révolution africaine, et vous ne pouvez pas, je suis en train de travailler là-dessus, c'est extraordinaire, et les localités, son parcours dans toute la sous-région, et quand il vous parle de son passage par la Guinée, son arrivée à Bamako, et Ségou, et Aguelok, et Tinzaouaten, c'est-à-dire toutes les localités dont nous parlons aujourd'hui, ce combattant pour la liberté et la dignité des peuples d'une manière générale, l'a illustré ici. Et le Mali est au cœur de ce parcours. C'est pour ça que moi je me dis que ce serait une bonne chose si, dans le cadre de... Parce que cette année 2025, vraiment, c'est l'année de tous les défis et de tous les périls. À moins que nous sachions faire preuve de perspicacité dans l'analyse de la situation pour savoir comment ensemble nous allons nous en sortir. Et l'Algérie, malheureusement, ne joue pas pour l'instant le jeu. Pourquoi? Parce que l'Algérie est dans un autre paradigme. Avant, on voulait gagner ensemble. On voulait nous libérer ensemble. Maintenant, chacun veut gagner. Chacun a ses objectifs. A ses objectifs, ses enjeux, ses opportunités. Tekete, est-ce que vous pensez que l'ONU peut jouer un grand rôle dans cette crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie? Je dirais sans embâche qu'il ne faudrait pas qu'on attende de Nations Unies une solution à cette crise entre l'Algérie et nous. La preuve, ce n'est pas la première fois que nous saisissons les Nations Unies par rapport à cette crise-là, par rapport à, y compris l'agression de la France vis-à-vis du Mali. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ils ont refusé de nous écouter. Et si c'est vers ces mêmes Nations Unies que nous allons, mais quand même c'était une démarche qu'il fallait. Parce que comme on l'a dit en Bambara, Nimbe Fodombena. Alors, mais je dis que, au-delà de cet aspect, nous devons nous-mêmes prospecter d'autres voies, en nous appuyant d'abord et surtout sur nous-mêmes et en comptant sur des partenaires qui jusqu'ici ont fait montre de loyauté par rapport à nos préoccupations. Quelles sont ces voies, à votre avis, sur lesquelles nous devons aller? Voilà, ces voies, c'est d'abord
de ramener par la sagesse dans un premier temps le peuple algérien à comprendre qu'il doit se remémorer de tout ce que le peuple malien a eu à faire comme mobilisation pour son accession à l'indépendance. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ma soeur l'a dit tantôt. Le véritable rapprochement entre le Mali et l'Algérie, l'auteur, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon qui, dans les années 60, à l'époque où Bakara Diallo était encore adjoint au commandant du cercle de Gao, avant d'être gouverneur, Frantz Fanon est venu à la tête d'une délégation algérienne. Il a parcouru une bonne partie de la région du Nord, qui était la région de Gao à l'époque. Et c'est lui qui a préparé l'arrivée de Bouteflika à Gao pour coordonner la lutte de libération du peuple algérien par les armes. Évidemment, en cela, il a été aidé aussi par un certain Hamdi Al-Qassem, qui a longtemps séjourné, et bien avant même l'arrivée de Frantz Fanon, Al-Qassem était à Gao. Il a même épousé une Malienne. Alors donc c'est tous ceux-ci qui ont préparé le terreau pour faire en sorte qu'il y ait un véritable rapprochement entre l'Algérie et le Mali. Dans le cadre de la lutte, pas seulement pour l'indépendance du Maroc, plutôt de l'Algérie, mais de toute l'Afrique. Et on avait pensé que le rapprochement entre ces deux pays allait nous conduire à mutualiser les efforts pour permettre à l'Algérie d'abord d'être indépendante, ensuite voir quelle contribution faire pour que les autres pays africains qui étaient encore sous le joug de la domination étrangère à acquérir leur indépendance. Mais le chat a accouché d'une souris. Oui, mais pour autant, nous ne devons pas oublier l'histoire. Nous ne devons pas oublier l'histoire. Moi, je vous demande de me permettre de lire un petit extrait de ce que Ben Bella a eu à écrire dans le livre d'or du mémorial Modibo Keïta quand il est venu précisément le 8 janvier 2002 pour visiter ce mémorial. Voilà ce qu'il a dit. Entre autres, j'ai pris un extrait. Il a dit, c'est à Modibo également que nous devons le traité de paix entre l'Algérie et le Maroc lors du conflit de Tindouf, traité signé à Bamako. De tous les pays voisins de l'Algérie révolutionnaire, le Mali et le peuple malien furent les plus aimés, les plus proches, et Modibo, l'un des plus respectés. C'est qu'il incarnait, en parlant de Modibo naturellement, c'est qu'il incarnait au sens fort du terme la dignité. C'est qu'il s'agit d'un homme qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique réhabilitée. Fin de citation. Voilà ce que Ben Bella a dit à Modibo. À l'époque, l'orientation de l'Algérie était effectivement de s'appuyer sur le Mali pour faire en sorte que cet espace-là contribue à une véritable libération de l'Afrique au nom des préoccupations des peuples africains. Mais pour certains analystes aujourd'hui, je n'attends pas du tout quelque chose de l'ONU, tout comme je n'attends rien de l'OIA, de l'Union africaine, et tout comme on n'attendait rien de la CEDEAO. Parce que pour moi, tous ces instruments n'étaient pas des instruments qui défendaient les droits des peuples. C'était vraiment la défense des droits des intérêts. Donc pour nous, on est en train de sortir de ça. Mais ça a quand même le mérite. Il faut féliciter le Mali d'avoir saisi quand même l'un des mécanismes pour l'instant juridiques qu'il faut exploiter, utiliser, parce que demain, il ne faut pas qu'on nous dise on aurait dû faire ça. En tout cas, on l'a fait, mais aussi on n'y attend rien. La France, les dossiers de la France, c'est déjà là-bas. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abandonner tout ça et de revenir aux rapports bilatéraux. Parler d'État à État. Et faire comprendre à l'Algérie ou aux Algériens que le Mali a encore, pour la deuxième fois, passé à son indépendance et à souveraineté. Et qu'on reprenne les choses depuis Ben Bella. Tout ce qui s'est passé de Ben Bella, maintenant là, on met ça derrière. On considère que nous sommes encore en 62 et on évolue comme des bons amis, des bons frères. Parce que cette guerre-là, au Sahel, le terrorisme, si l'Algérie ne s'investit pas avec le Mali et l'AES pour l'enterrer, l'Algérie va être morcelée en des petits États, en des petits groupuscules, parce qu'elle est plus vulnérable que le Sahel. D'accord. Ils en savent quelque chose. D'accord. En tout cas, les divisions, les fils a été créé parce que tout simplement l'Algérie est divisée à l'intérieur. Vous avez les pieds noirs, Harki, vous avez les anciens Français algériens, tout ça. Vous avez les Berbères qui sont les créateurs, les fondateurs même d'Algérie, qui sont là majoritairement. Il y a toutes ces tensions qui sont là et qui ont été exploitées. Leur mauvaise gestion a donné l'essence aux différents groupes. Pour finalement, la seule compromission que l'Algérie a trouvée, c'est de les déverser
dans ce qu'elle considère comme son antichambre, qu'elle va maîtriser le Mali, le Niger et les autres et faire du business. Donc il est temps que l'Algérie comprenne que ce business-là ne peut pas évoluer. Monsieur Diallo, comment il faut aller à l'essentiel aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer quelque chose de la part de l'ONU? Je crois que, comme ça a été dit, l'objectif de la saisie de l'ONU, c'est de documenter ce qui s'est produit, de l'acter également, de faire en sorte qu'il nous serve d'instrument à l'avenir pour démontrer le caractère réel de certains acteurs face à la lutte contre le terrorisme. Parce que ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'action menée par nos forces armées maliennes a permis de repousser hors du territoire national l'ensemble des grands chefs terroristes qui sévissaient au nord de notre pays et de les localiser au même endroit, qui est le sud algérien. Et donc, en documentant cela, nous prenons l'assurance que la prochaine action que nous allons mener en cas d'intrusion à nouveau dans notre frontière, eh bien, fera face à une réaction des plus vigoureuses de notre part. Ensuite, je crois qu'au-delà des Nations Unies, dont nous ne devons pas attendre forcément grand-chose, ce qui est le plus important pour le peuple malien et pour l'État du Mali, c'est de poursuivre la montée en puissance de nos forces armées maliennes pour faire en sorte d'occuper au-delà de l'espace aérien, mais d'occuper le territoire qui est là-bas en y construisant davantage de bases militaires, en faisant en sorte d'y développer un certain nombre d'infrastructures d'urgence qui peuvent permettre la mobilité de nos troupes sur le terrain. Perception générationnelle qui est différente de l'un à l'autre côté de la frontière doit amener tout un chacun à comprendre que la mentalité qui est de l'autre côté de la frontière est là pour encore un certain moment. On voit là-bas comment les gens ils nous traitent de certains noms dans leur communiqué, mais en réalité on voit là-bas aussi comment sont installés les régimes. On voit comment l'appareil militaire, notamment celui de la 6e région militaire, est ultra dominant dans le pouvoir algérien. Et donc nous, à notre niveau ici, ce que nous comptons faire, vraiment je pense, c'est de renforcer cela et de continuer à fragiliser cette position algérienne qui vise à soutenir des groupes qui sont clairement des groupes terroristes, dont certains ont été fichés par la CIA, par le FBI comme étant, par la CIA plutôt, comme étant des terroristes à éliminer ou à attraper. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le contexte dans lequel se trouve le Sahel est un contexte qui a complètement changé. On a pris conscience que la négociation permanente n'était pas une solution à la sortie de crise, que c'est le dialogue avec les communautés qui ne prennent pas les armes, qui ne sont pas armées du tout, qui peut nous permettre d'avancer, et que, au contraire, la lutte contre le terrorisme ne doit se passer qu'à travers l'utilisation. Il faut la force quand il le faut. Il faut la force et également la diplomatie, et dans le même temps, la création des conditions pour que, sur le plan économique, progressivement, les choses offrent des perspectives aux populations. D'accord. Nous avons recueilli d'autres avis, d'autres analystes sur cette crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Ces analystes déplorent cet incident et regrettent l'effritement des relations entre le Mali et l'Algérie, deux pays qui ont eu des relations historiques. Suivons ces réactions et puis nous revenons sur ce plateau. C'est très déplorable aujourd'hui que le Mali et l'Algérie en arrivent à ce point, parce que historiquement, nous avons toujours considéré ce pays comme un pays frère, un pays ami. Il n'est pas à oublier aussi que pendant toute la lutte d'indépendance de l'Algérie, que le Mali a été aux côtés de l'Algérie. La région de Gao, à un moment donné, a été même considérée comme base arrière pour permettre au FLN d'y engager ses troupes, de s'entraîner et de pouvoir faire la résistance contre la colonisation. C'est surprenant aujourd'hui que l'Algérie ait subitement changé de posture. Je pense très sincèrement que le gouvernement algérien est de très mauvaise foi, parce que simplement on n'abat pas un drone à la frontière avec un pays voisin sans sommation, sans échanger avec ce pays. Il est important quand même que l'Algérie comprenne que le Mali n'est pas une arrière-cour de quelqu'un. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes des pays voisins, c'est des peuples frères. Des erreurs d'appréciation amènent les uns et les autres à avoir des postures de belligérance, est une chose, mais je pense que la raison doit prévaloir. Depuis l'initiative prise par les autorités maliennes de récupérer les enseignes de la mission des Nations Unies au Mali, le rapport entre Bamako et Alger s'est davantage détérioré. À cela s'est ajouté le fait que Alger accueillerait des acteurs hostiles à l'État du Mali, qu'ils soient civils ou même armés.
À tout cela, vous le dites bien, l'abattage d'un drone malien n'a fait qu'aggraver ce rapport tendu. On peut comprendre de cet incident, s'il en est ainsi, que l'Algérie ne voulait pas du tout être déshéritée de la position qu'elle occupait dans le dossier sahélien à travers les différents accords passés entre l'État du Mali et les groupes armés. Avec les nouvelles autorités, l'invite à l'Algérie de s'inscrire dans un rapport d'égal à égal serait à l'origine justement de ce rapport tendu. Mais objectivement, à l'analyse, on se rend compte que au-delà du rapport tendu, il y avait des cadres officiels permettant à l'Algérie, si son espace venait à être violé, de saisir officiellement l'État du Mali à travers son ambassade à Alger, de même également à travers un dispositif sécuritaire, les CEMOC qui réunissaient le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Donc, tous ces canons étaient le mieux appropriés pour l'Algérie si la version qu'elle avançait venait à être réelle. Donc, une fois que ces canons n'étant pas empruntés par l'Algérie, naturellement, c'est un acte d'hostilité à l'égard d'un État souverain. J'estime que cette situation est suffisamment grave, car il y a une attitude belliqueuse et condescendante des actuelles autorités algériennes à l'encontre du peuple malien. Or, le Mali et l'Algérie ont 1300 km de frontières. Un drone de l'armée malienne qui était tout simplement à la poursuite des terroristes en territoire malien a été abattu impunément par l'armée algérienne. C'est un grand dommage. C'est un grand dommage au regard des relations fraternelles entre le peuple algérien et le peuple malien. À voir tout ce que le peuple malien a eu à subir pour l'indépendance et la souveraineté du Mali. Car les colonels Wari Boumediene, Draya, Bouteflika, ils étaient tous en territoire malien et c'est du territoire malien qu'ils sont partis pour prendre le pouvoir. Avec le président Ben Bella, qui est venu ici avec, à l'époque, Mohamed V, pour une réconciliation, c'est des œuvres du président Modibo Keïta, d'été du peuple uni pour combattre ensemble, non seulement pour l'indépendance et la souveraineté des deux peuples, mais encore pour le développement. Aujourd'hui, les autorités en place en Algérie ne se reconnaissent pas dans cette lutte commune des deux peuples et des souffrances de ces deux peuples, frères et amis, maliens et algériens. Il est temps que les autorités actuelles de l'Algérie se reprennent. Voilà, il est temps que les autorités actuelles de l'Algérie se reprennent. Actuellement, les espaces aériens sont fermés du côté de l'Algérie et du côté du Mali. Le Mali de Modibo Keïta a pourtant apporté secours à l'Algérie de Ben Bella. Madame le ministre, vous en savez quelque chose? Et pouvez-vous nous rappeler cette histoire qui liait Modibo Keïta à Ben Bella? Non, j'avoue que j'ai eu le privilège, en tout cas, de bénéficier de ce capital de confiance qu'il y avait entre les deux pays. Parce que quand le président Ben Bella, qui m'a suivi après la publication de mon premier essai sur les questions d'ajustement structurel, je crois qu'il a vu des similitudes entre le Mali et l'Algérie, l'évolution de nos deux pays, la question de la crise de l'emploi et la désindustrialisation, parce que le système capitaliste, disons ce que nous appelons l'Occident global, a eu raison des deux régimes. Parce que les deux régimes, ces deux monuments sont tombés précisément parce qu'ils avaient fait le choix d'œuvrer dans le sens des intérêts de leur peuple. L'industrialisation de l'Algérie, l'industrialisation du Mali. Si les choses s'étaient passées comme nous l'avons souhaité, nous aurions dû aller aujourd'hui vers un marché sous-régional. J'entends parler d'un marché ZLECAf, mais ça n'a rien à voir avec le marché qu'on aurait pu avoir par et pour l'Afrique. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les intérêts qui sont en jeu. Donc moi je pense que
j'ai été invité par le président Ben Bella à le rejoindre dans l'association Nord-Sud 21 qu'il dirigeait. Ensuite, il est venu, ce que les gens regardent toujours de haut ici, comme le mouvement altermondialiste. Beaucoup de Maliens peuvent témoigner. C'est précisément en raison de ce qu'il lisait dans ses remises en question de notre mouvement qu'il est venu personnellement à Bamako pour plaider justement pour ce qu'on peut appeler aujourd'hui Mali Koura, un autre Mali. C'est dans ce sens-là qu'il faut que nous-mêmes on développe notre propre capacité de proposition en disant ces deux régimes à l'origine qui voulaient tant de bien et pour leur peuple et pour l'Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été déstabilisés? Qu'est-ce qu'on peut bâtir avec l'Algérie? Mais nos autorités parlent du régime, ne parlent même pas de l'Algérie en général ni des peuples. C'est bien de poser les questions sous l'angle des régimes. Mais c'est le régime algérien aujourd'hui qui est dans l'étau. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, mais peut-être que quelque part, ils se disent que l'alternative pour eux consiste à dominer à leur tour le Sud. La coopération Mali-Algérie remonte à 1960, on l'a dit. Quand le Mali accédait à l'indépendance, l'Algérie luttait encore pour son indépendance. Le président Modibo Keïta a soutenu Ben Bella, on l'a dit. Comment ça s'est passé en 1960? Je dirais que ça va même un peu au-delà de 1960. Si l'on remonte le cours de l'histoire à partir de faits historiques précis, je vous ai parlé d'un certain Hamdi Al-Qassem, qui a précédé même l'arrivée de Frantz Fanon ici, et aussi de Bouteflika. C'est ce dernier qui était là lorsqu'on avait au Mali ici un gouvernement ici de ce qu'on appelle la loi cadre, qui a été adopté en France. Donc 59-58, on était déjà dans le gouvernement de la loi cadre, dominé par l'Union Solaise RDA, qui avait gagné les élections, les dernières élections de mars 1959. Alors c'est avec l'avènement de ce régime que nous avons commencé à appliquer ce qu'on appelle l'africanisation des cadres. Et cette africanisation des cadres a fait que Bakara Diallo s'est trouvé d'abord à Ansongo comme commandant de cercle. Ensuite, il est venu à Gao comme adjoint au commandant de cercle. C'est en ce moment qu'il a fait la connaissance de Hamdi Al-Qassem, qui avait commencé déjà à travailler en amont sur comment faire en sorte que ces deux pays, notamment l'Algérie qui était en lutte pour l'indépendance, le Mali également aussi n'avait pas totalement acquis l'indépendance, pouvaient coaliser leurs efforts. Donc les choses ont ainsi évolué jusqu'à l'arrivée en 1960 de Frantz Fanon, qui a été une véritable impulsion pour la dynamisation des relations entre le Mali et l'Algérie. Alors tout le monde sait, quand Bouteflika est arrivé, ce qui s'est passé. Le Mali a mis à la disposition du FLN, dont le flanc sud était dirigé par Bouteflika à Gao, des bases. Alors, c'est au niveau de ces bases-là que l'entraînement se faisait. Mais la centralisation, la coordination de la formation des militaires algériens dans ces bases-là, cette coordination était faite sur la base de Tessalit. Et des Maliens même ont été recrutés pour être dans le combat, formés comme militaires pour appuyer les soldats algériens. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, cela ne suffisait pas. Il ne fallait pas seulement... Vous l'avez dit tantôt que quand vous dites souvent que c'est la crise diplomatique, moi je pense que c'est une crise qui va au-delà de l'aspect diplomatique. La crise diplomatique n'est qu'un aspect, et non des moindres certes, de la crise aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie. Je crois que nous devons comprendre que derrière tout ça, les enjeux sont beaucoup plus économiques que diplomatiques. Les enjeux sont économiques, pourquoi? Parce que on a vu que déjà au nord du Mali, des blocs avaient été accordés à l'Algérie, qui prévoyait la construction d'un gazoduc qui passait par nous pour aller jusqu'au Nigeria. Donc tout ça, et puis d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués sur ce plateau-là. Donc l'équipe actuelle au pouvoir en Algérie voyait les relations avec le Mali du point de vue de la domination économique du Mali par l'Algérie. Je termine. Maintenant, comme nous avons à la tête du pays une équipe dirigeante qui a fait de ce combat que Modibo Keïta menait, basé sur deux aspects fondamentaux de la politique intérieure et extérieure du Mali, c'est la lutte pour la souveraineté pleine et entière et le combat contre la balkanisation de l'Afrique. C'est comme ça que Ben Bella et Modibo avaient tenté de mutualiser leurs efforts. Mais on a vu comment les régimes ont pris fin. Donc, tout ça, ça dit que c'est des intérêts économiques derrière tout ça qui poussent, moi, disons-le franchement, l'Algérie a voulu faire en sorte que le Mali abandonne l'orientation actuelle qu'il a prise
afin de permettre à l'Algérie de faire en sorte que les intérêts qu'ils défendent, l'oligarchie algérienne, je veux dire, les intérêts qu'ils défendent soient une réalité en faisant en sorte que le Mali y contribue. Et ce que nous n'acceptons pas. D'accord. Madame le ministre parlait d'oligarchie. Oui, je veux dire que la situation est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Il n'y a pas une Algérie monolithique contre le Mali, contre le Sud. C'est une question de lutte de classe là-bas aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, un peu comme nos partis politiques, toutes les classes politiques aujourd'hui, sont inféodées à un système économique mondial. Donc c'est ce système économique mondial qui te donne l'envie de gagner. Tout le monde veut être gagnant. Mais tu ne peux être gagnant souvent qu'en allant prendre chez l'autre, comme Trump tente de faire en ce moment. Bingani, quoi. Donc, c'est cette logique économique qui est à l'œuvre et qui peut pousser un pays voisin. Et je ne parle pas de cette génération de décideurs, mais si nous nous référons à ce passé glorieux, dont nous sommes tous fiers de part et d'autre, ceux qui l'ont vécu, si nous nous référons à ce passé, je pense que ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays africains. C'est pour ça que l'unité africaine était au cœur du combat de Frantz Fanon. Comment aller vers une Afrique unie? Mais cela passe par une compréhension commune des enjeux. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Et pour l'instant. Diallo, 2 mots pour finir ce que je voulais dire, c'est qu'en quelque sorte, l'Algérie s'est habituée à avoir au Mali, ça c'est ma perception du moment, et que j'ai toujours partagé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle s'est habituée à avoir des régimes faibles. Des régimes qui, en réalité, face à l'ampleur de la tâche sécuritaire, à l'ampleur... Oui, moi je dirais qu'elle s'est toujours habituée à ça, en quelque sorte. Moi je ne suis pas né, j'étais pas né en 68, donc j'aurais du mal à m'en souvenir, mais je sais que de ma génération, c'est le sentiment que j'ai par rapport à notre relation avec l'Algérie, qui a fait qu'elle a toujours cru que l'ingérence dans les affaires maliennes était une chose absolument naturelle. Et elle a eu en face d'elle ici des acteurs qui, par une certaine forme de présentation de cette nostalgie du passé, ont toujours eu à céder cette forme d'influence régionale de l'Algérie, alors qu'aujourd'hui, ce à quoi l'Algérie fait face, c'est à un État du Mali qui lui aussi prend conscience de son destin de puissance régionale et qui veut asseoir cette puissance régionale à travers la constitution de l'AES avec les pays du Niger et du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, ce à quoi nous faisons face, à mon avis, c'est vraiment à une perte d'influence stratégique de l'Algérie qui vise à être comblée au niveau du Sahel et au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest par cet ensemble qu'est l'AES. Et cette lutte-là, effectivement, elle oppose bien évidemment un nouveau style de gouvernance au sein de l'AES à une frange du régime algérien qui, elle, s'était habituée vraiment à exercer cette influence-là dans la zone en organisant les discussions autour de libération d'otages, en gérant les trafiquants divers qui étaient dans la zone. Mais ce temps-là est terminé, il est révolu. D'accord. Mohamedoun, comment les deux pays peuvent remonter la pente maintenant? Il faut aller vers quoi concrètement maintenant? Là où on en est, il faut que d'abord l'Algérie prenne conscience de sa responsabilité dans la fabrication des terroristes. Inconsciemment ou consciemment, qu'elle prenne conscience qu'elle a contribué, sinon elle a été le principal promoteur et fabricant des terroristes chez elle en Algérie et au Sahel. La seule solution qu'elle a trouvée quand les GSPC est déclaré terroriste, elle ne peut pas les garder ouvertement chez elle, c'est de dégager les surplus, l'excédent dans le Sahel, parce que pour elle, nous, on l'appelle indépendant, mais dans la réalité, pour elle, on n'est pas du tout indépendant. Alors, ce que je propose pour remonter la pente, comme vous l'avez dit, on dit, quand vous voyez les gens vont aller à la guerre, ça veut dire que la diplomatie a échoué. Je ne souhaite pas que l'Algérie et le Mali échouent dans cette diplomatie-là. Je pense que l'Algérie et le Mali doivent prendre la situation depuis 1963. Reprendre les affaires à partir de ce niveau. Là où Ben Bella et Modibo Keïta ont laissé la situation entre nous, qui prennent ça à ce niveau, courageusement qu'on oublie, on fait table rase de tout ce qui s'est passé et qu'on évolue maintenant parce que le contexte est favorable. Le contexte est très favorable avec l'AES, avec la prise de conscience des Africains, des panafricains. Donc je crois sincèrement que l'Algérie et le Mali doivent faire balle à terre,
qu'on exploite ce travail et ensemble nous allons sortir les terroristes de notre Sahel pour y vivre en paix au lieu de les transformer en spectacle. D'accord, on va continuer de parler de l'AES. Soulignons cette unité d'action de la Confédération des États du Sahel. L'AES a fait savoir sa solidarité face à cette situation. Madame le ministre, au-delà du Mali, c'est la sécurité du Sahel qui est menacée aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous de cette solidarité sahélienne? Mais je pense qu'elle est d'une importance stratégique considérable. C'est une réalité nouvelle. C'est pour ça que je dis, c'est une révolution sahélienne comportant des enjeux et exigeant des prises de position claires, une solidarité véritable parce qu'on a vite fait de dire voilà, le Mali est allé vite en besogne, les deux autres ne suivent pas, mais c'est clair que si la menace provient des mêmes groupes, parce que eux ils mettent les trois pays dans le même sac, les trois pays sont attaqués en même temps, les trois pays doivent résister en même temps. Donc ce qui s'est passé à Tinzaouaten, si effectivement les têtes pensantes du djihadisme étaient... même là, c'est discutable, on va en parler. Donc, ce qu'on nous a vendu, on nous a dit que c'était des djihadistes. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, quel que soit ce qu'ils soient, de toute façon, ils attaquent, ils tuent, ils sèment le désordre. Donc maintenant, est-ce que le fait d'avoir détruit ce drone est une entrave, disons, à la désescalade, ou alors cela va perpétuer ce que nous savons, c'est-à-dire des morts et des souffrances indicibles. Donc moi je pense que il y a quelque chose à construire, à cultiver sur la base de la réflexion, parce que c'est une situation nouvelle, on ne s'attendait pas à ça, c'est arrivé. C'est arrivé de part et d'autre maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui parle à qui? Avec qui? Est-ce que les peuples n'ont pas un rôle à jouer? Si Mohamed parlait de panafricanisme, l'Algérie a quand même, Alger a été le temple du panafricanisme, et l'Algérie indépendante, celle dont nous parlons, il faut ressusciter ce temple aujourd'hui, a fait des efforts considérables dans ce sens-là. C'est tout cela. Il faut ressusciter ce temple aujourd'hui. Il y a quelque chose à revendiquer et à cultiver, et il faut mettre bas la terre, en tout cas. Cette unité d'action de l'AES doit peser normalement. Oui, elle doit peser, et je pense même qu'elle est en train de peser. Elle est en train de peser. Il a été évoqué ici tantôt la rencontre des chefs d'état-major généraux de l'AES à Ouagadougou. Ils ne vont pas tout dévoiler tout de suite. Mais ce qui est certain, moi j'ai la conviction que tant au niveau politique qu'au niveau militaire, des rencontres et des discussions sont en cours dans la plus grande discrétion pour voir comment faire en sorte que plus jamais des choses comme ça ne se produisent entre d'abord le Mali et l'Algérie. Quand on dit le Mali et l'Algérie, quand on voit tout ce qui a été convenu entre les trois pays, donc je dirais pas seulement le Mali, au-delà du Mali, entre l'Algérie et l'AES. J'ai cette conviction profonde. Mais en même temps aussi, je dis que pour autant, nous ne devons pas rester les bras croisés pour attendre que, en attendant que nous convenions dans le cadre de l'AES de quelque chose pour faire face à cette situation qui est une véritable menace pour l'AES au-delà du Mali. Mais nous devons faire en sorte que tous les moyens disponibles à notre niveau doivent être mis en alerte en attendant qu'au niveau de l'AES, on arrive à prendre une décision finale au niveau des trois États. Et moi, je pense que même en Algérie, il y a fort à croire qu'il y a des forces qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Il y a des forces. Moi, je le sens souvent, quand je regarde dans les réseaux sociaux, je vois des réactions qui sont faites par des Algériens qui condamnent ce qui s'est passé. Tout le monde n'est pas du même avis. Voilà. Alors moi, je dis que cela, si vous me le permettez encore avant d'en sortir, comme une sorte de prémonition déjà. Il y avait des choses qui avaient été dites juste au lendemain du coup d'État de 1968 par un magazine algérien qu'on appelle la Révolution africaine. Ce magazine, en décembre 1968, donc à peine quelques jours après le coup d'État contre le Mali, au Mali, ils ont écrit un article. Et j'en ai extrait un tout petit extrait. Ils disent, j'ai pris cet extrait qui dit qu'il nous soit tout de même permis de formuler le souhait de voir nos amis et frères maliens
surmonter rapidement la crise et procéder à une réconciliation nationale qui effacerait d'un coup l'effet d'une situation née dans un pays dont on jalousait la stabilité et le renom sur le plan international. Non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui, transcendant les problèmes du moment, travailleront à redonner au Mali son vrai visage, son unité, sa sérénité d'hier. Voilà ce que la révolution africaine a écrit en décembre 1968. C'est noté. Alors, Mohamed Ag Mohamedoun, que doivent développer les États du Sahel face à cette situation? D'abord, dans un premier temps, nous devons comprendre que quoi que nous fassions, nos ennemis vont toujours donner l'impression qu'il y a un manque de solidarité au sein de l'AES. C'est une guerre de communication. C'est comme les cas pourquoi ils n'ont pas fermé leur espace aérien et tout ça. C'est des bonnes guerres où nous avons nos raisons et nous sommes d'accord pourquoi tout le monde n'a pas fermé tout de suite. Parce que nous sommes dans un processus. Ça pourrait évoluer. Et je crois que c'est ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que tout ce qui est fait avec responsabilité et en toute souveraineté et de l'intérêt des grands groupes. Mais qu'on les fasse ensemble ou au même moment ou plus tard. Vous savez, quand le Niger a failli être agressé par la CEDEAO, le Mali n'a pas attendu pour dire que si vous attaquez le Niger, nous nous sentirons attaqués. Et on va réagir. Et ça ne s'oubliera jamais, c'est écrit dans les annales de l'histoire. Et ce que je vais dire à l'endroit des Algériens qui comprennent aujourd'hui que si la France se tourne vers l'Algérie, ça veut dire, s'ils ne le savent pas, je vais le dire, ça veut dire que la CEDEAO a échoué. Parce qu'elle a tenté d'utiliser la CEDEAO pour déstabiliser l'AES, pour déstabiliser nos États. La CEDEAO a échoué et maintenant elle fait face à ses problèmes intérieurs et ils pensent qu'avec l'Algérie, ils vont déstabiliser l'AES. Et l'AES déstabilisée, il faut que les Algériens comprennent que l'AES déstabilisée, c'est la fin de l'Algérie. Donc, ça veut dire simplement que nous n'avons pas intérêt à permettre à ceux qui sont très loin de nous et de nos problèmes, aujourd'hui que nous avons tous la capacité, cette souveraineté de décider par nous-mêmes, nous n'avons pas intérêt à trouver la fissure par laquelle le margouillat va rentrer. Ce n'est pas bon. Alors Diallo, le bloc sahélien peut être de quelle utilité aujourd'hui? C'est une utilité multidimensionnelle. La première utilité, elle est diplomatique. Et celle-là, on l'a vu s'illustrer à travers la solidarité dans le rappel des ambassadeurs, qui est un signal extraordinaire. C'est plusieurs États qui dénoncent une action hostile, d'agression de la République du Mali par un autre État. Donc ça, sur le plan diplomatique, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et l'utilité de ce triptyque, c'est également de faire en sorte d'avoir encore plus d'ouverture sur d'autres voies qui pourraient nous aider à porter ce discours de dénonciation de cette action et de dénonciation du rôle trouble de l'Algérie dans le terrorisme au Mali. Ensuite, la deuxième utilité au-delà du plan diplomatique, c'est celle militaire, parce que comme vous pouvez le constater, toute la frontière sud de la République algérienne est couverte par les pays de l'AES, et donc réussir à opérer un maillage militaire suffisamment large sur le plan aérien, humain et autres peut nous permettre d'éviter des infiltrations qui viennent de là-bas. Parce qu'on le sait que c'est réellement de cette partie sud de l'Algérie que viennent tous les problèmes qui touchent le Mali. Donc même si nous arrivions à fermer nos frontières, s'il y a de la porosité sur les deux autres États, eh bien ce serait un problème d'ampleur majeure. Donc le troisième point, c'est sur le plan politique. Et là, je le dis politique parce que l'urgence du moment, c'est effectivement de faire en sorte d'avoir le même discours et la même vision mentale de ce qui se passe chez nous. C'est pour ça, tout à l'heure, quand Madame le ministre a parlé de djihadisme, j'ai bondi pour dire terrorisme. Et je pense que, pour moi, il faut clarifier tout cela. Parce qu'il y a des termes qui nous sont importés, extrémisme violent, djihadisme et tout ça. Non, il faut que ce soit clairement et nettement quelque chose de clair. C'est du terrorisme, un point très. Il ne faut pas qu'on essaye de donner le sentiment qu'on peut aller prendre sur le terrain religieux certaines personnes. C'est compris ce débat clos, oui. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pense. Il ne faut pas qu'on pense que nos pays naviguent à vue.
il y a eu un cheminement logique qui a été, dès la prise du pouvoir, le travail au renforcement de nos capacités de défense. Ensuite, la prise de conscience que cette lutte, elle est transnationale, donc la constitution d'une alliance de l'AES. Et au-delà de cela, maintenant, aujourd'hui, c'est cette action diplomatique simultanée qui doit être en mesure de lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Toute la bande est concernée. On le voit, on discute avec les Tchadiens, nous discutons avec les Soudanais. Donc, tout ça, c'est la preuve que nous avons conscience qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est de créer une unité militaire et dans le même temps, de pointer du doigt là d'où vient le problème et lui demander de changer. Parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas les Algériens dans leur ensemble qui soutiennent la présence de ces figures terroristes. Tout le monde n'est pas du même avis, c'est compris. Alors, on va finir sur ce dernier axe. Les Maliens ont manifesté, montrant leur indignation face à cette situation. Ils se sont sentis offensés et demandent à l'Algérie de reconsidérer sa position. Vous le voyez sur ces images avec moi. Alors, Madame le ministre, c'est une mobilisation de sauvegarde de la patrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois qu'il s'est passé dans cette sous-région, et précisément au niveau de nos trois pays, un éveil des consciences. Ça, c'est des jeunes, des femmes et des hommes qui ont mal en dedans, parce qu'on a l'impression qu'on est confronté à une situation sécuritaire inédite et qui ne pouvait pas s'attendre à ce coup bas de la part de l'Algérie. Ça, c'est un fait. Mais moi, je crois qu'au-delà de ces mobilisations, mettre à profit le fait que le président de la transition a fait de cette année l'année de la culture. Moi, je plaide pour qu'on inscrive dans l'agenda la culture de la paix. La culture de la paix. Parce que, vous l'avez dit, Mohamed, tout le monde, on convient ici que l'Union africaine comme la CEDEAO n'ont pas joué leur rôle, puisque faire taire les armes était l'objectif que l'Union africaine s'était assigné. Elle n'y est pas arrivée. À notre propre niveau maintenant, on est considéré par la communauté internationale, d'ailleurs, qui est totalement déglinguée, comme les enfants terribles de la sous-région. Mais relevons ce défi en prenant à bras le corps et le fait que cette année quand même, et comme je l'ai dit, c'est une année spéciale, quoi. Le centenaire de Frantz Fanon est équité. C'est l'occasion pour les artistes et les intellectuels de redonner à cette relation entre l'Algérie et le Mali, disons, ça ne peut pas être, on ne va pas revenir en arrière, mais renouveler, nous investir à fond dans la réflexion sur les alternatives, y compris les alternatives économiques. Parce que ce que tu appelles les djihadistes, ils recrutent localement. La plupart, non, ça c'est un autre débat, on en débattra. Ça c'est un autre débat, on va pas ramener le débat à cela. Je dis, ces assaillants, ceux qui attaquent et qui tuent, ils recrutent localement. Et la question Ben Bella et Modibo ont été déstabilisés pour des questions économiques. Les enjeux économiques sont au centre de cette question d'alternative, ce que nous sommes, ce que nous allons être amenés à faire. Quelle votre appréciation de la mobilisation des Maliens autour de la patrie aujourd'hui? La dynamique doit se poursuivre? Il le faut davantage. Il le faut davantage, mais en même temps aussi contribuer à informer largement les populations pour qu'elles comprennent les véritables enjeux qui sont derrière ça. La mobilisation pour la mobilisation n'est pas seulement ce qu'il faut, mais il faudrait qu'en se mobilisant, on sache pourquoi nous nous mobilisons. Ce n'est pas seulement cet aspect d'agression de notre drone, mais derrière tout ça, quels sont les véritables enjeux qui existent. Il faudrait que nous contribuions par tous les moyens disponibles à notre niveau au Mali d'informer les populations pour qu'elles puissent davantage jouer leur rôle. Et je pense que ces populations ne pourront jouer leur rôle que quand elles comprendront les véritables enjeux qui sont derrière tout cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Merci. Il est bien de savoir que ce qui s'est passé exactement, pourquoi les populations, pour ceux qui le savent déjà, sont indignés et sont déçus du comportement algérien. Quand l'Algérie était en guerre, on ne cessera jamais de revenir là-dessus parce qu'il faut que le peuple sache ce qui s'est passé. Modibo Keïta aurait pu collaborer avec la France, qui était en guerre avec l'Algérie. Mais il a fait le choix, assumé en toute responsabilité, d'aider son voisin contre la France, qui était impuissante.
en donnant 3 bases, dont j'ai cité les noms. Hanoka, Intadene et Gao. Et les armes qui devaient combattre, faire la guerre pour l'Algérie partaient à partir de Gao. Et Modibo a donné une autre solution qui n'a jamais été dite. C'est que Modibo a autorisé les Algériens à recruter tous les Maliens de père ou de mère algérienne pour faire la guerre, en tout cas s'ils sont volontaires pour défendre l'Algérie. Le jour où, un 17 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie a été proclamée, le chef de poste de Kidal, du haut du fort de Kidal, tellement il était content pour l'Algérie qu'il a tiré sur son doigt avec une balle pour sauter son doigt. Alors, quel degré d'engagement? Est-ce qu'aujourd'hui, cette Algérie, ces Algériens vont oublier ça? Est-ce que ces Algériens aujourd'hui peuvent penser que nous sommes des poltrons au point de défendre quelqu'un et ne pas être capable de nous défendre nous-mêmes quand on est agressé? Moi, je crois que c'est tout ça qui indigne les Maliens. Il s'est passé des choses aujourd'hui avec l'Algérie qu'on ne peut pas s'imaginer. L'ennemi d'hier devient l'ami, et votre meilleur ami, votre voisin pour la vie, c'est avec lui que vous devenez soudainement impatient. Ça ne s'explique pas. Et il faut continuer à l'expliquer même aux Algériens pour qu'ils comprennent. D'accord. Monsieur Diallo, votre avis par rapport à la mobilisation des Maliens aujourd'hui pour la sauvegarde de la patrie, quelle appréciation vous en faites? Non, j'en fais une appréciation très positive. Je suis vraiment très fier quand je vois que, au-delà même des frontières nationales, parce que je crois qu'on l'a vu même jusqu'à New York, où les gens sont sortis pour manifester leur indignation. Parce qu'ils et demain en France, et encore, la mobilisation se poursuit de jour en jour. C'est important parce qu'il ne peut pas y avoir eu un acte aussi grave que l'attaque, la neutralisation d'un de nos drones sur notre territoire national par un pays étranger et dire que personne ne s'en indigne et que personne ne va crier au scandale. Donc moi je salue et j'encourage vraiment tous ceux qui appellent à dénoncer cela. Le dénoncer ne veut pas dire être violent, ne veut pas dire casser quoi que ce soit, et on l'a vu, les gens font preuve d'une très grande responsabilité lorsqu'ils sortent. Les images sont magnifiques avec ces drapeaux du Mali qui sont portés les rues marchands. Et donc moi vraiment je pense qu'il y a un devoir des autorités cette fois de faire en sorte de travailler à renforcer encore davantage la communication autour des enjeux que nous connaissons. L'enjeu de la défense de nos frontières, l'enjeu de la sécurisation du territoire, l'enjeu de la stabilisation du cadre général économique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment communiquer avec le Malien. Et d'ailleurs, c'est le lieu de vous féliciter ici, à l'ORTM, pour ce travail que vous faites de communication. Merci. On va donner le dernier mot tout à l'heure. On va faire un dernier tour de table et je vais commencer par Madame le ministre. Quel est cet appel au peuple du Mali aujourd'hui, au peuple de l'AES pour le soutien? Il y a des bouleversements en cours, il y a des restructurations en cours et les grands ensembles sont en train d'être repensés. C'est inédit, quoi. On assiste aujourd'hui à des bouleversements, c'est totalement inédit. Dans ce contexte-là, l'Afrique doit vraiment se prendre en charge et inscrire ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce contexte global, en disant que toute fissure dans le mur et Afrique peut être exploitée par tous ceux qui sont aujourd'hui dans une logique de convoitise des richesses de la planète. C'est ça le fin fond du débat. S'ils peuvent nous dresser les uns contre les autres et croire aussi, savoir que notre vulnérabilité tient au fait que nous-mêmes nous ne sommes pas toujours conscients de ces dangers, et l'un de ces dangers c'est l'extrême droitisation des opinions là-bas. Nous n'irons nulle part, nous ne pourrons pas aller là-bas. Ceux qui sont là-bas sont chassés, mais entre nous, comment nous allons nous organiser et prendre très au sérieux la question des migrations, le traitement indigne infligé à nos diasporas et aux migrants. Et moi, je crois que ça, c'est cette variable-là. Il faut vraiment traiter ça autrement. On ne peut pas dire on va aider l'Occident qui paye les uns et les autres pour garder ses frontières. Parce que c'est l'externalisation des frontières de l'Occident qui nous vaut aujourd'hui ça. Parce que l'Algérie, tous ceux qui gardent et qui tapent sur les migrants vont gagner quelque part en termes de financement. D'accord. Monsieur Diallo, quel est ce message au peuple du Mali, au peuple de l'AES? C'est vraiment que chacun prenne conscience que c'est véritablement la première fois dans l'histoire de nos pays, ça c'est
la perception que je m'en fais, que nos États sont réellement libres de faire comme ils le veulent. Ça ne s'est réellement jamais produit. Parce que à l'époque des indépendances, je crois que nous étions dans une phase de guerre froide qui faisait que, bon, par délégation, on permettait à d'autres de s'occuper de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes réellement dans une recomposition mondiale qui démontre à suffisance que si cette fois-ci, nous ne nous reprenons pas en main pour au moins asseoir les bases essentielles de notre indépendance, de notre souveraineté et de notre développement, eh bien, nous allons encore subir 50, 60, 70 années de souffrance. Donc, au peuple de l'AES, je leur dis bravo déjà pour cette unité qui existe entre nous et j'appelle au renforcement des liens entre nos peuples culturels, économiques, politiques, pour faire en sorte que véritablement s'instaure une culture du collectif. Parce que vous savez, le monde nous a habitués à une forme d'individualisme qui m'amènera à être un peu altermondialiste. On est à la fin. Ah ben voilà. On est à la Même fin. si je ne suis pas altermondialiste, mais je dois reconnaître que cet ultra-individualisme qui s'est développé dans notre pays et qui a conduit à toutes les dérives de corruption, de détournement de fonds, de toute cette mauvaise gouvernance ne sont plus bonnes. Donc vraiment, j'encourage également nos forces armées et de sécurité à poursuivre leur mission de sécurisation. J'encourage les plus hautes autorités de notre pays à œuvrer à la consolidation de l'AES et à cette fermeté qui doit nous permettre non pas d'aller à la guerre, mais de demander à ce qu'on respecte nos frontières et que plus personne ne rentre impunément. D'accord, merci. Mohamed Ousmane. La révolution malienne, elle est populaire. C'est le peuple qui a demandé que ça change. L'Algérie doit respecter ça. En respectant ça, elle respectera aussi son peuple, quoi. Et féliciter nos plus hautes autorités qui, jusqu'ici, malgré l'abat de notre drone, c'est l'Algérie qui a été la première à interdire son espace aérien. Le Mali n'a agi que dans le cadre de la réciprocité. Et ça, c'est vraiment très sage. C'est vraiment très sage. Ça veut dire tout simplement que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est le Mali qui cherche vraiment à ce que les choses se passent bien. Et que l'Algérie doit comprendre qu'il y a Tinza Mali, il y a Tinza Alger. Et que Tinza Mali, elle est malienne. Je ne vois pas de problème de l'Algérie là-dedans. Il faut vraiment qu'ils respectent ça. Et puis, que nos populations comprennent que cette guerre, il ne faut pas que les jeunes rentrent là-dedans. Les mercenariats, les gens qu'on recrute par-ci, par-là, pour les terroristes, pour ceci, contre ton pays, tu es le seul perdant. Ton village est le seul perdant, ta communauté est la seule perdante. C'est une affaire d'intérêt des États qui n'ont que des intérêts d'ailleurs. Donc il faut que les gens comprennent qu'il n'y a aucun agenda idéologique, ni pour une famille, ni pour une communauté là-dedans. C'est les États qui défendent et qui se battent pour leurs intérêts à eux. Donc laissons nos États et chacun n'a qu'à rester derrière son pays. En ce qui nous concerne, c'est le Mali et nous allons continuer en tant que peuple à défendre notre pays et à défendre notre armée. Inch'Allah. Daouda Namatekete va boucler ce débat. Votre message au peuple du Mali, au peuple de l'AES aujourd'hui? Très bien. Moi, je dirais que de cet événement ou de ces événements, nous travaillons à en sortir grandi. Grandir parce qu'il y a un proverbe africain qui dit grandir, c'est aller vers un futur qui ne renie pas son passé, mais en fait un rêve pour aller vers un avenir meilleur, sans pour autant être esclave de ce passé-là. Voilà donc, c'est sur ce message que se referme ce débat. En attendant, bien sûr, d'autres forats, nous parlions de la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie suite à la destruction du drone du Mali à Tizawaten dans la région de Kidal. Et nos invités étaient Aminata Draman Traoré, essayiste, ancienne ministre de la Culture, Daouda Namatekete, journaliste, écrivain, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président du parti Arema, Alliance pour la refondation du Mali, et Cheikh Oumar Diallo, jeune leader politique, spécialiste en relations internationales, en droit et en politique de développement. Il est cofondateur du mouvement Nouvel Horizon Mali Djossira. Ce débat a été réalisé par Djakari Diakone Djaki. Ari Djoumatina m'a aidé à la coordination. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1.